Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, épisode absolument exceptionnel puisque nous sommes en direct au Paris Radio Show. Est-ce qu'il faut dire Paris Radio Show? Moi, je dirais Paris Radio Show. Tu dirais Paris, très bien, restons un petit peu chauvin. Et on a une foule absolument incroyable, en délire, qui assiste à l'enregistrement. On les compte par unité. Ils sont très nombreux et elles sont très nombreuses. Donc merci d'être là. On va faire donc une émission un petit peu particulière où on va vous parler un petit peu d'Audio Intelligence, qui est l'un des thèmes du Paris Radio Show. Et évidemment, Audio Intelligence, c'est l'impact que peut avoir l'intelligence artificielle sur notre travail en tant que podcasteur et professionnel on peut dire de la radio presque, et l'impact que ça veut avoir sur vous en tant qu'auditeur et auditrice de ces émissions. Évidemment, je ne suis pas seul. Vous savez que quand je parle sans m'arrêter dans une émission, c'est pas aussi fun que quand on a des intervenants. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, je suis Patrick Béja, d'ailleurs, je ne l'ai même pas précisé. Bonjour à tous et toutes, Patrick Béja ici, podcasteur de longue date. J'ai le plaisir de recevoir Guillaume Vendée, qui est mon compagnon de longue date également. Ça va, Guillaume? Ça va très bien, merci Patrick. Alors je suis un peu déstabilisé parce que d'habitude on enregistre dans notre bureau individuellement, en petit comité, moi qui ai un peu peur du monde comme ça, et là il y a plein de monde autour de nous qui nous regarde, donc voilà, je suis intimidé. Mais c'est bien, ça va bien se passer, t'inquiète pas, on va te prendre par la main, surtout qu'on a un professionnel du métier également avec nous, Jules Lavie. Qui nous accompagne. Salut Jules, tu vas bien? Ça va très très bien, très content aussi d'être là dans cette ambiance. En effet, on entend le brouhaha un peu en bas, en dessous de la mezzanine de tous ces participants. J'espère que ça va s'entendre dans les micros, parce que c'est vrai que on est de retour à la Bellevilloise, un mois et demi, 2 mois après mon enregistrement des 10 ans de Patreon, puisque le Paris Radio Show a investi l'intégralité de la Bellevilloise. C'est un salon professionnel et il y a beaucoup d'animation. Les gens de la radio, on pourrait penser qu'ils sont sages, en fait, on s'amuse bien. Ils parlent beaucoup, il paraît. C'est ça. Jules, alors les auditeurs connaissent bien Guillaume. Jules, je suis sûr qu'ils te connaissent sans le savoir, peut-être. Peut-être. Est-ce que tu peux te présenter pour nous? Alors, je m'appelle Jules Lavie, j'ai 47 ans, je travaille au Parisien, je suis rédacteur en chef et présentateur de Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Et en tant que chef audio du Parisien, je m'occupe aussi de Crime Story, qui est un podcast hebdomadaire de faits divers qu'on sort tous les samedis. Et en gros, je suis au Parisien depuis 2019. Avant, j'ai une carrière de radio derrière moi. J'avais commencé en 1998 la radio à Radio France, à Bordeaux et à Belfort-Montbéliard, figurez-vous. Et donc, en fait, en 2018-2019, j'ai été appelé par le Parisien pour donc créer ce podcast, qui est l'un des plus gros podcasts natifs en France maintenant. On a je crois, 800 000 écoutes uniquement sur un podcast pur, on va dire, mais aussi des centaines de milliers d'écoutes sur YouTube. Et donc voilà pour ma fiche LinkedIn. Très bien, effectivement, moi j'avoue que c'est l'un de mes podcasts de référence, Code Source, donc je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Et en un instant à peine, je vais raconter notre rencontre. On s'est croisés il y a 1 an et quelques mois dans le train. Un TGV, en gros entre le sud-ouest et Paris. Sud, et ça a été... je dois dire des étincelles immédiatement. Un coup de foudre. Je pense que voilà, on s'est compris tout de suite. Ouais. Et du coup, je suis très heureux de pouvoir te recevoir aujourd'hui puisque... je dis d'un mot parce que ça m'a amusé cette rencontre. En fait, je regardais ton écran, on avait chacun nos écrans d'ordinateur ouverts et en fait ton compte YouTube, ce que tu avais comme vidéo proposée par YouTube, ressemblait étrangement au mien. J'ai dit tiens, c'est marrant, on a un peu le même YouTube. Donc je me suis dit... Bon, finalement, est-ce que ce n'est pas Google, les algorithmes de Google qui nous ont rapprochés un petit peu, une incursion dans la vraie vie. Ça a du bon des fois. C'est ça. Bon, on n'a que 45 minutes, donc il va falloir avancer parce que vous savez que moi, j'aime beaucoup parler. Commençons donc sur le thème, la manière dont... Alors évidemment, l'IA, on en parle tout le temps, c'est sur toutes les lèvres et dans toutes les émissions. Mais là, on va parler un petit peu concrètement et peut-être révéler des secrets. Première discussion que j'aimerais avoir, c'est comment est-ce que nous, au quotidien, dans notre travail dans l'audio, est-ce qu'on utilise l'IA, que ce soit directement relative à l'audio elle-même ou peut-être dans la préparation des émissions. J'ai envie de poser la question à Guillaume d'abord, et je dois préciser, on n'a pas énormément discuté, on voulait garder la conversation fraîche justement avant de commencer l'enregistrement, donc je ne sais pas si vous utilisisez l'IA ou non, donc il est tout à fait possible que vous... Ça se trouve, on n'a rien à dire. C'est ça, que vous disiez, non, en fait, non, je trouve ça surfait, c'est inutile.
Guillaume, est-ce que tu utilises l'IA au quotidien dans ton travail de podcasteur ? Ouais, il y a deux aspects moi que j'utilise de l'IA et je reprends tes préceptes, Patrick, de l'optimisation de la production pour essayer de toujours gagner du temps quand on livre du contenu aussi régulièrement que chaque semaine et puis pour toi maintenant chaque jour. Il y a deux aspects que je vois. Un qui est assez évident, il y a des rubriques quand on fait une émission hebdomadaire qu'on aime bien retrouver à l'audio dans les émissions de radio et dans les podcasts. Et pour les faire varier dans le temps, moi je me sers maintenant de l'IA parce que je lui ai donné à digérer tous les petits scripts des choses que j'avais écrites des émissions des semaines précédentes pour qu'il me fasse des variations, pour que ce ne soit pas systématiquement la même chose mais qu'il arrive à me faire varier. Donc ça c'est des petites choses. Donc sur les titres de rubriques, c'est ça ? Plutôt sur les scripts d'éléments d'intro, notamment les appels à participation sur Patreon pour inviter les auditeurs à s'inscrire. C'est des choses qui reviennent à chaque fois, qui peuvent être un peu gonflantes pour les auditeurs et je me suis rendu compte que de faire varier le contenu de cette manière-là, c'est pas bête, je te donne l'astuce. C'est-à-dire que tu lui as donné donc des scripts écrits, des différentes intros que tu avais écrites pour encourager les auditeurs et les auditrices à te soutenir sur Patreon. C'est ça. Et tu lui as dit bon bah maintenant écris-moi fais-moi des variations. Voilà, Et est-ce que tu lui dis fais des blagues, tu vois ce genre de... Je peux tenter. Parfois c'est pas toujours drôle donc je les retiens pas, mais je tente ma chance de temps en temps. Mais effectivement ça c'est un aspect très concret qui finalement me fait gagner du temps ou en tout cas qui apporte une plus-value tout en me faisant gagner un tout petit peu de temps. Mais c'est très à la marge et finalement je vais tomber dans la case de ceux qui l'utilisent pas beaucoup. Il y a quand même un deuxième point que j'utilise pour l'IA qui est plus indirect, c'est que j'utilise un outil qui s'appelle Auphonic qui me permet d'optimiser le son pour niveler les différentes voix des différents intervenants, qui distribue l'audio sur plusieurs services que j'utilise et il me fait une retranscription donc du tout le contenu texte de ce sur quoi on a échangé et il me fait aussi les titres des rubriques. Donc lui-même me trouve les différents chapitrages avec les timecodes et les titres de ces rubriques. Ça, c'est un copier-coller que je fais à la fin. C'est une plus-value pour les auditeurs, quelque part. Auphonic, je crois qu'effectivement, il va falloir que j'y jette un coup d'œil également. Mais oui, donc ça reste quand même à la marge. Tu t'en sers pas très à la marge. Pour le dur de Absolument ton pas. émission. Absolument pas. Et quelque part même, pour terminer sur mon témoignage, j'irais même dire, je revendique presque le fait qu'on continue à faire une construction éditoriale humaine. Tu parles d'artisans du podcast, je revendique quelque part aussi cette filiation parce que c'est aussi ce que les personnes viennent chercher avec un podcast comme celui qu'on peut faire, qui est d'avoir une vraie valeur ajoutée de la construction du contenu. C'est une chose effectivement que moi je revendique, la différenciation à terme si les podcasts, et peut-être qu'on en parlera quand on parlera de l'impact de l'IA sur les auditeurs eux-mêmes directement, mais c'est un élément extrêmement important, c'est ça qui va nous différencier. Je vais faire ma petite partie parce que je suis un petit peu comme toi Guillaume, les utilisations que j'en ai sont assez à la marge finalement, à ce stade encore. Ce que je fais par exemple, c'est les illustrations qui sont vraiment, qui sont presque pas vues finalement parce qu'elles sont juste sur le site web. Et ben parfois maintenant, au lieu d'aller chercher une image libre de droit sur un catalogue, je vais en créer une par IA qui sera en plus peut-être un petit peu plus ciblée sur le sujet que je traite. Donc ça je fais de temps en temps. Et l'autre chose c'est que maintenant je rédige également les introductions de mes sujets de manière assez précise. Et je réécrivais ça en format tweet en 250 caractères. Et maintenant, depuis quelques temps, au lieu de le faire entièrement moi-même, je file à une IA, que ce soit Claude ou ChatGPT ou une autre, le texte qui va faire 4000 caractères de mon intro, et je lui dis, fais-moi la même chose en 250. Alors, généralement, il n'y arrive pas bien, il fait 300, donc de toute façon, je repasse derrière, mais ça me fait gagner du temps finalement, c'est ça. C'est pas qu'il bosse complètement pour moi, mais il me mâche le travail un petit peu, et puis moi, je repasse derrière pour m'assurer que... Mais à part ça, j'avoue qu'il y a assez peu d'utilisation à ce stade, mais je regarde tout, et il y a plein de choses qui pourraient être utiles à terme, au fur et à mesure que l'IA évolue et que les outils évoluent. Et c'est vrai qu'ils évoluent très très vite. Ici, au Paris Radio Show, il y a différents prestataires qui font des démos sur la manière dont ils utilisent l'IA pour servir les productions audio. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui commencent à devenir impressionnantes. Jules, tu nous disais que tu commences à jouer un petit peu avec les outils. Alors moi, pour l'instant, l'IA, c'est principalement pour m'aider. Je m'en sers vraiment comme d'une assistance au quotidien pour plein de choses. Concrètement, la dernière fois, je me suis servi de l'IA, c'était cette semaine. En fait, c'était pour aider une journaliste pigiste de mon équipe
qui cherche actuellement un logement en location sur Paris. Donc si vous avez un studio à louer, on est preneur. Et donc elle m'a demandé une lettre en fait pour que j'atteste du fait qu'elle fait un certain nombre de piges par mois aux Parisiens et qu'elle gagne tant par mois. Et ça typiquement, j'ai fait donc sur ChatGPT, j'ai écrit un prompt en 5 lignes et ça m'a fait la lettre bien comme il fallait, etc. Et là, quelque part, il n'y a pas besoin qu'il y ait ma touche, qu'il y ait ma patte, qu'il y ait mon âme dans ce courrier. Ça a été nickel. On l'a fait vite fait, après on l'a imprimé. Voilà. Ça, c'est un exemple très concret. Ça m'a juste fait gagner du temps. C'est-à-dire que moi, je suis Red Chef présentateur. Si je gagne ne serait-ce qu'une demi-heure, c'est toujours ça de prix. Puisqu'on produit quand même un podcast qui fait une vingtaine de minutes par jour, ça fait gagner du temps. Pour ce qui est vraiment du podcast proprement dit, j'ai testé par exemple pour les titres. Alors le problème c'est que dans Code Source, à chaque fois on a une histoire d'actualité, on est sur un sujet, souvent on retrace plusieurs mois ou voire plusieurs années d'un parcours, d'une personnalité, etc. Et donc c'est très dur à titrer. Parce qu'en fait, on n'est pas sur un angle très précis. Je pense que si j'étais sur des papiers ultra précis en termes d'angle, l'IA m'aiderait beaucoup pour les titres. En tout cas, sur les tests que j'ai fait, ce que ça va apporter des fois, c'était des tournures de phrases ou un mot-clé qui a fait tilt. Je me dis, tiens, ça c'est pas mal comme mot. Mais dans l'ensemble, les titres sont assez nuls. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut en proposer, on peut en demander 25-30 et on a 25-30. Ça, c'est quand même un gros kiff de l'IA, c'est qu'on dit, propose-moi 30 titres. Et on voit 30 titres qui s'affichent en une minute. Ça, c'est quand même précieux. Après, autre application. Donc ça, en gros, concrètement, aujourd'hui, on ne l'utilise pas. Je l'ai utilisé un peu en test, mais voilà. Autre application. Parce qu'on a déjà fait évidemment 2 podcasts, même si c'est un podcast généraliste, on a fait 2 podcasts sur l'IA. Oui, vas-y. Sur le titre, tu lui donnes en fait le script de ton émission ou tu lui donnes l'audio? Non, je lui explique en résumé de quoi on parle. D'accord. Voilà, on parle de telle personnalité qui a connu ci et ça dans sa vie, etc. Et après, non, voilà, on a déjà fait deux podcasts sur l'IA, en gros, je crois, il y a 2 ans et il y a 1 an, un truc comme ça, au lancement puis date anniversaire. Et on s'est amusé à mettre de la voix donc générée par IA, typiquement une voix d'Emmanuel Macron qui dit écoutez Code Source, c'est vraiment un super podcast en résumé. Et pareil, le générique de fin, je l'ai fait faire en IA en fait. Donc c'est ma fausse voix entre guillemets qui a lu le générique de fin. Ça, c'était pour donner à voir aux auditeurs de Code Source qui, pour beaucoup, je pense, n'ont jamais tester l'IA, à quoi ça ressemblait. Et donc là où on peut utiliser l'IA au quotidien maintenant dans les podcasts, c'est quand il y a une coquille dans la voix de quelqu'un qui n'est pas là. Je pense que, et on a dû le faire 1 ou 2 fois, un peu comme ça, en loose day, discrètement. On peut corriger une coquille avec une voix générée par IA. Quoi. Ah oui, donc ça vous l'avez fait. Ça on l'a déjà fait. Vous corrigez un mot qui n'était pas le terme. Voilà, donc du coup, l'ingénieur du son avec qui on bossait ce jour-là a généré plusieurs phrases et puis il a pris vraiment le meilleur mot et comme ça, il a pu corriger la coquille d'une personne qui n'était pas présente pour pouvoir réenregistrer son micro. C'est hyper intéressant, Jules, parce qu'on est entre professionnels du podcast et de la radio, donc on peut parler de publicité. Et c'est vrai que quand il y a des messages dits host-read, en tout cas des messages qui sont construits pour un annonceur, plutôt que de faire un aller-retour avec le client, avec une régie média pour modifier un mot-clé dans cette annonce, effectivement, les régies médias commencent à évoquer le fait d'utiliser l'IA pour dire on a enregistré votre voix en tant que présentateur de podcast, on ne va pas l'utiliser pour rédiger des messages, mais par contre, si on a besoin de corriger un mot, plutôt que de faire des allers-retours et de perdre peut-être 48 heures, on le fait en IA. Mais alors ça, c'est le début. Mais tu vois où ça mène, parce que mine de rien, si on veut, alors j'aime bien chercher la petite bête et poser les questions qui fâchent, mais finalement, d'une certaine manière, sur le principe, vous avez altéré la voix d'un intervenant, vous lui avez fait dire quelque chose qu'il n'a pas dit, éthiquement, est-ce que ce n'est pas profondément problématique ce que vous faites, monsieur Lavie? Alors, réponse, c'est marrant parce que je n'ai jamais pensé à cette question, et en plus c'est vrai, j'ai jamais réfléchi. Non, la réponse elle est très simple. Donc je suis journaliste audio encore une fois depuis 98. J'ai bossé pendant 15 ans à France Info. Quand on fait du montage audio, on peut faire dire, ça fait déjà des décennies qu'on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Et donc quand on nous parle de montage audio par exemple, à France Info, on nous dit attention, on peut même changer la structure de la phrase, passer d'une phrase avec des verbes à une phrase nominale, tant qu'on respecte l'esprit de ce que la personne a voulu dire. Et là, à mon avis, la règle elle sera la même, c'est-à-dire que tant qu'on respecte vraiment ce qu'a voulu dire la personne, je pense qu'on peut se permettre ça. Moi, ça me choque pas du tout en réalité. Effectivement, l'idée que l'important est de respecter l'esprit de ce que dit la personne, c'est la clé de cette problématique. Et j'irais même jusqu'à dire que du coup, dans l'utilisation de l'IA finalement, comme dans n'importe quelle entreprise journalistique, enfin
intention journalistique. Ce qui est important, c'est justement l'éthique qu'on va mettre dans la pratique, parce que on peut, que ce soit avec ou sans IA, on peut faire les choses bien ou ne pas bien les faire. Et on s'est parlé au téléphone pour préparer l'émission et je t'avais dit, un truc que je me demande, c'est si je peux, parce qu'en fait pour chaque épisode, je demande un dossier à la documentation. On a 4 super documentalistes au Parisien et à chaque fois, tous les sujets, 9 fois sur 10, commencent par un dossier de documentation avec les articles du Parisien, avec des articles d'autres journaux comme le Figaro, les Échos, etc. Et donc je t'ai dit, voilà, il faudrait faire un test. Je copie-colle mon PDF de documentation et je demande à l'IA de me faire une synthèse chronologique et tout, ne serait-ce que pour me faciliter le travail. Mais je t'avais déjà dit ça. Le problème, c'est que quand je vais enregistrer l'épisode avec le spécialiste de tel ou tel sujet, si il dit quelque chose de faux, s'il y a une coquille qui se glisse dans ce qu'il me dit, et que moi je ne me suis pas tapé entre guillemets toute la doc, je ne vais pas entendre qu'il y a une coquille. Donc problème. Mais la dernière fois, j'avais lu toute la doc sur un humoriste, Malik Bentala. On a fait un sujet sur lui avec Grégory Plouvier, qui est spécialiste humour au Parisien. Ça, c'est un très beau métier. Oui, je pense il ne fait pas que ça. On est un peu envieux. Oui. Et donc, j'avais lu toute la doc, j'ai glissé-déposé et j'ai demandé à l'IA de générer les questions, donc de raconter l'histoire de façon chronologique. C'était pas mal. C'était pas fou, mais c'était pas mal. Mais encore une fois, moi je peux pas me fier à l'IA pour faire mon script, pour gagner 2 heures et aller me balader près de la scène et rien faire, parce que derrière le produit serait moins bon, donc je veux pas faire ça. C'est un petit peu le problème qu'on a à ce stade avec l'IA, et c'est un petit peu pas la conclusion, mais l'enseignement que je retire de notre discussion maintenant, c'est qu'effectivement toutes ces utilisations restent à la marge, ne rentrent pas dans le cœur du travail qu'on fait au quotidien. Est-ce qu'on peut envisager, peut-être en se projetant un petit peu vers l'avenir, et on le disait un petit peu avant de lancer l'enregistrement, j'ai rarement vu, moi, avec mes 15 ans de podcast et 30 ou 40 ans de fan de tech, une technologie évoluer aussi vite. Encore là, ça fait 2-3 ans que ça s'est vraiment lancé. Il y a encore, on l'a vu il y a quelques jours avec DeepSeek et d'autres choses, les choses évoluent de manière absolument invraisemblable. Est-ce qu'on peut se projeter en se disant, à un moment, peut-être que ça sera fiable, à un moment, on aura des moyens d'orienter le truc. Est-ce qu'on pourra se mettre, sans donner d'exemple précis, mais est-ce que vous imaginez un moment où on pourra effectivement utiliser ce type d'IA pour faire un travail qui représente une partie vraiment du cœur de notre travail aujourd'hui? Alors moi j'ai envie de répondre. Est-ce que tu feras jamais confiance, quoi? J'ai envie de répondre non, mais parce qu'en fait, typiquement, le truc c'est que, par exemple, quand je fais un épisode de Code Source, j'essaie qu'à travers cet épisode, il y ait ce qu'on peut appeler une idée sous-jacente ou un propos, un message un peu en filigrane derrière le podcast. Alors c'est rien de fou, je vous rassure, je ne fais pas passer des idées de dingue, mais c'est du genre, pour pleinement s'accomplir, il faut être pleinement soi-même, ou c'est du genre, il ne faut jamais rien lâcher. La dernière fois, j'ai fait un sujet sur comment le Parisien a réussi à avoir l'interview de Zelensky. Ça faisait 3 ans qu'on essayait d'avoir l'interview de Zelensky. Lui-même, Zelensky étant évidemment en guerre actuellement avec son pays contre la Russie, et un peu la moralité de l'histoire, mais qui n'était jamais énoncée pour pas que ce soit embêtant pour les auditeurs, c'était « faut jamais rien lâcher ». Après, je pourrais faire un épisode en disant des fois, il faut savoir lâcher quand il faut. Mais, voilà. Mais là, l'idée sous-jacente de ce podcast, c'était ça. Et typiquement, avec le test que j'ai fait là sur Malik Bentala, avec l'IA, il n'a pas réussi à faire passer l'idée sous-jacente. C'est-à-dire qu'il était avec des gros sabots en disant et là, ça prouve qu'il est pleinement soi-même. Enfin, je caricature, mais voilà. Et donc, même si on arrive au bout du compte à un produit très bon factuellement, imaginons 0 coquille, très bon dans la forme, on a l'impression que c'est un présentateur qui parle. Je pense vraiment que même si on arrive à un produit comme ça qui sonne qualitatif, eh bien non, en fait on aura besoin d'humains, c'est-à-dire que même plus on ira vers des produits qualitatifs au niveau podcast, au niveau musique, etc., plus les gens, enfin nous, auront envie d'avoir des humains au bout du fil. Et c'est d'ailleurs l'une des forces des podcasts depuis très longtemps, c'est le côté humain, c'est ta touche, c'est toi, tu parles, t'improvises, t'hésites, etc. C'est toi qui es derrière et on te sent quand on t'écoute. Et je pense que ça on ne pourra jamais l'avoir avec une machine, même si la machine est soi-disant parfaite. C'est encore plus vrai même pour les podcasts quelque part. Quand on écoute un podcast, quand on écoute une émission de radio, j'ai l'impression qu'on attend aussi cette relation avec la voix de la personne parce qu'on sait qu'il y a un être de chair et de sang derrière. Ces fragilités derrière cette fragilité, cette personnalité. Je pense que ça joue effectivement, c'est certain. Alors peut-être qu'à un moment, on arrivera à ce niveau
d'authenticité avec les IA, mais là on se projette vraiment un petit peu trop loin, on ne peut pas vraiment savoir, c'est plus de la science-fiction. Mais je te coupe. Pardon, vas-y. Oui. Désolé. Non, je me lâche. J'ai prévenu juste avant, faut me couper. Non, mais c'est ça, oui, c'est pour ça, du coup, je me permets. Je pense que l'IA. Tu vois, une IA, elle ferait pas ça. L'IA n'aurait pas osé. Tu aurais dit, tu te calmes. Ouais, non, mais je pense que pour un produit, entre guillemets, très utilitaire, du type, je sais pas, le flash du jour avec ton horoscope au début, est-ce que ça roule sur l'autoroute, là, moi, je serais pour l'IA et je pense que c'est possible de faire un truc cool avec l'IA. Tu vois ce que je veux dire ? Je veux pas non plus fermer la porte à ça. Dans un instant. Pour avoir le flash ultra personnalité à l'instant T et qu'est-ce qui se passe dans le 20e actuellement, etc. Évidemment, en utilisant le travail de journaliste sur le terrain, etc. Là, il n'y a pas de magie. Mais réexploiter une matière première journalistique de qualité pour en transformer en produit audio intéressant, ça, moi, j'y crois. Mais voilà, encore une fois, ce sera un truc un peu différent. Un certain type de contenu, c'est peut-être possible. Oui. Un contenu très personnel, humain, comme on en a dans le podcast, ça sera peut-être une étape un petit peu plus lointaine et qu'on ne voit pas encore vraiment. Il y a une réflexion qui me vient. On a regardé, il y a ces derniers temps, une série d'Arte qui s'appelle Rematch, dont vous avez peut-être entendu parler, qui relate le rematch entre Kasparov et Deep Blue dans les années 90. Qui est une série. Alors c'est marrant parce que Arte essaye de faire un show à l'américaine. C'est intéressant ce qu'il en ressort, mais c'est pas l'américaine du coup. Bah, c'est plutôt franco-allemand. Je veux pas être méchant, mais disons qu'ils ont pas le niveau d'expertise peut-être de Hollywood. Donc c'est pas mal, hein, c'est bien. Mais il y a des trucs où tu sens que c'est pas aussi pointu, quoi. Bref, peu importe. J'ai quand même apprécié de regarder l'émission, on l'a regardé jusqu'au bout. Mais ce qui me frappe, c'est que on se disait à l'époque, et c'est vrai, je l'ai vécu parce que je suis un petit peu âgé. Est-ce que on va encore jouer aux échecs au moment où les ordinateurs réussiront à jouer aussi bien et mieux que nous. Et cette étape, on l'a dépassée il y a bien longtemps. Et du coup, oui, il y a les ordinateurs qui jouent, mais on s'en fout finalement, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment les humains jouent et comment ils se mesurent les uns aux autres, etc. Donc, ça ne s'applique pas à tout dans le domaine de la radio, de l'audio ou de l'information, mais je pense qu'il y a quand même un petit peu de ça aussi, et qui fait que, imaginons qu'il y ait peut-être, j'en sais rien, moi, l'IA, de la même manière qu'il y a, je sais pas, des VTubers, des personnalités synthétiques qui pourraient exister, même aussi crédibles qu'un humain, il y aura quand même des gens qui chercheront des personnes humaines, et même le simple fait de savoir que la personne est humaine fera la différence. Même si l'IA fait exactement pareil, aussi bien, aussi personnel, le fait de savoir que c'est une personne humaine, tu diras, non, moi je veux... Mais justement, ça peut nous amener à la deuxième partie de notre discussion, qui est la manière dont l'IA peut impacter nous, non pas nous dans notre travail, où on comprend que ça reste une aide et ça ne remplace pas encore à ce stade. Maintenant, je dis ça, mais une aide, ça peut, comme je dis souvent, augmenter la productivité et peut-être même, de manière un petit peu vague, permettre de passer d'une équipe, j'en sais rien, de 5 personnes qui font une production à une équipe de 3. Ça peut avoir un impact réel, même si l'équipe reste, elle utilise un outil comme on utilise des ordinateurs ou des stations de montage ou ce genre de choses qui facilitent le boulot. Mais ça peut avoir cet impact, c'est certain, à terme. C'est pas ce que j'espère moi en tant que rédacteur en chef. Je l'entends bien. Je l'entends bien, mais je pense ce que je veux dire, c'est que c'est une issue qui est envisageable là pour le coup. Là, ça peut. Oui, on peut avoir des pré-montages par exemple automatiques de qualité. Qui fait que un monteur passera, j'en sais rien moi, 1 heure au lieu de 2 sur une émission, et que donc tu pourras avoir une équipe de 2 monteurs au lieu de 4, j'en sais rien, ou au lieu de 3, ce genre de choses. Mais donc, du côté des personnes qui reçoivent les émissions, des auditeurs et des auditrices, c'est un petit peu un autre domaine. Et c'est vrai qu'on a eu des exemples ces derniers mois d'outils qui étaient extrêmement convaincants et beaucoup plus efficaces que ce qu'on aurait imaginé même avant leur arrivée, jusqu'à la veille de l'arrivée des audio overviews de Notebook LM. On n'imaginait pas que ça pourrait fonctionner aussi bien. Alors je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas cet outil, Notebook LM, c'est un outil de Google auquel on peut donner un certain nombre de documents, les documents qu'on veut, et qui va ensuite faire travailler une IA sur ces documents, et on va pouvoir poser des questions à l'IA, comme un chatbot, comme ChatGPT, sur les documents spécifiques qu'on lui a donnés. Et ils ont donc créé un outil supplémentaire dans Notebook LM qui crée un podcast avec 2 intervenants
un homme et une femme, qui vont discuter des sujets que contiennent les documents qu'on a fournis. Et donc, ils créent un podcast où ils vont présenter les sujets, en parler, discuter des controverses qu'il peut y avoir sur les sujets d'actualité ou sur à peu près tout. Et ça fonctionne de manière incroyable. Enfin, vraiment, c'est d'une qualité, d'un naturel. On parlait de naturel tout à l'heure. Le naturel des intervenants est saisissant. Maintenant, quand on en écoute 4 d'affilée, on se rend compte quand même qu'il y a des patterns qui ressortent. Ça finit par perdre de son naturel, justement. Mais ce genre de choses, est-ce que vous vous sentez peut-être, Guillaume, menacé par ce type de technologie, ou est-ce qu'au minimum, tu penses que ça peut être utile à des personnes qui aujourd'hui écoutent des podcasts ou de la radio ? Écoute, j'ai le sentiment que la discussion, malgré tout, se prolonge avec les mêmes conclusions parce qu'il va manquer, encore une fois, cette espèce d'entropie, comme on le décrit dans les fonctionnements des algos, des intelligences artificielles, qui permet justement de restituer même cette humanité qui est attendue de la part des auditeurs, quoi. Mais est-ce que ça pourrait créer des nouveaux usages qui sortiraient de ce qu'on utilise aujourd'hui dans les podcasts de manière complètement traditionnelle ? Je ne sais pas. J'ai vraiment beaucoup de mal à visualiser comment ça pourrait s'étendre. C'est vrai que la prouesse technologique telle que tu l'as décrit, et quand on voit les tests, à chaque fois c'est bluffant, on se dit waouh, ça a évolué, et pour autant ça franchit toujours pas cette barrière de s'installer dans les smartphones des auditeurs et de remplacer leur consommation quotidienne. Est-ce que finalement ce serait pas plutôt un moteur de recherche, un Google, qui serait plus inquiété par ce type d'usage à l'avenir que fondamentalement des producteurs d'émissions audio ? Là où moi j'y vois quand même un usage qui est différent, c'est vrai que c'est différent des podcasts, ou des émissions de radio, c'est que, de la même manière, c'est un truc que tu évoquais tout à l'heure, Guillaume, c'est extrêmement personnalisé, extrêmement personnalisable. C'est-à-dire que tu peux lui demander de faire un podcast sur tes documents à toi. Si tu as, j'en sais rien, une présentation de 42 decks de PowerPoint et une les dossiers du Parisien. Par exemple, tu vois. Mais je peux vous envoyer les meilleurs. Alors, c'est vrai que du coup, ça va te créer un podcast sur ce sujet spécifique à toi, mais tu évoques les dossiers du Parisien. Il reste la problématique des hallucinations des IA et de la fiabilité du truc. Alors, peut-être que ça peut faire un dégrossissage du sujet avant que tu te plonges dans les documents, ou peut-être qu'après, ça te permet de te rafraîchir la mémoire, mais ça suffit pas, quoi. Il y a un truc auquel je pense en vous écoutant, c'est un usage auquel je n'avais pas pensé jusque-là, c'est, donc là typiquement avec ChatGPT, on va dire, fais-moi une synthèse sur, je sais pas, tel philosophe qui m'intéresse, c'est quoi ses 5 idées clés, qu'est-ce qu'il a amené, etc. Peut-être qu'on pourrait demander ça. Donc c'est Notebook LM, c'est ça, parce que je ne l'ai pas trop utilisé, j'ai juste testé une fois, mais peut-être qu'on pourrait demander ça à Notebook LM, c'est-à-dire de créer, je sais pas, je veux dire à Notebook LM, fais-moi un podcast sur Kant et ce concept, donc sous la forme d'une discussion entre 2 personnes d'un format 25 minutes. Assez poussé, mais pas trop quand même. Ouais. Pour quelqu'un qui a fait 2-3 ans d'études, mais pas plus. Pouf, ça me génère mon podcast en quelques minutes, de mémoire c'est 5-6 minutes, je crois, c'est je sais pas où on en est. Voilà, c'est ça. Je monte dans le métro et j'écoute mon podcast sur Kant que je me suis demandé et voilà, auquel j'avais pas pensé avant-hier, si tu veux. Mais là aujourd'hui j'ai envie d'approfondir et il y a un truc quand même qui moi m'intéresse, m'habite, etc. depuis que je suis tout petit, c'est que j'ai un peu galéré entre guillemets à l'école parce que je lisais lentement. J'ai appris ça en lisant le Parisien. Je faisais partie des 20% des gens qui subvocalisent, c'est-à-dire que quand je lis, j'entends ma voix. Il y a des avantages. Vous aussi, vous subvocalisez ? Moi, malheureusement, j'ai l'impression que je suis une bête un peu étrange qui ne suis pas sujette à ça. Mais on a déjà eu cette discussion avec Patrick. On parlait du monologue interne et de la... comment ça s'appelle ? J'arrive pas à voir d'image dans mon... D'accord. Enfin bon, bref. Non, mais voilà, on n'a pas tous le même cerveau. Voilà. Et donc moi, concrètement, ça m'a gêné dans ma carrière de journaliste. C'est-à-dire quand je lisais les dépêches AFP avant de faire les flashs, j'étais plus lent que les autres, etc. Bon voilà, c'est ma vie. Et donc, sans doute que je serais preneur de podcasts pour me donner des informations ou de vidéos générées automatiquement pour apprendre des trucs. Et c'est vrai que on passe là des décennies qu'on a connues, un siècle qu'on a connu, on allait à l'école. Il fallait s'intéresser entre 14h et 15h à l'espagnol, puis entre 15h et 16h aux mathématiques. Enfin, ça n'a aucun sens en fait, quand même, concrètement. Enfin, on n'a rien trouvé mieux pour l'instant, ça a pas mal de sens. Mais ça a beaucoup de sens parce que c'est comme ça qu'on la meilleure méthode quand on est des centaines de milliers à devoir apprendre.
Mais voilà, donc voilà, s'il y a des applications comme ça, et en effet, si derrière il n'y a pas d'aberration, et si tout ce qui est dit sur Kant est vrai, moi je suis preneur de ce genre de choses. Mais c'est ça qui est hyper intéressant parce que aujourd'hui, le foisonnement de contenu, qu'il soit audio ou vidéo, parce qu'on va parler. Aujourd'hui, tu veux facilement apprendre ce que les préceptes de Kant et qui il était. Tu as quelques solutions différentes. Tu vas aller acheter un bouquin de vulgarisation et le lire. Tu vas essayer de trouver des articles où beaucoup de gens, peut-être plus jeunes que moi, ou moi, vont aller sur YouTube et chercher Kant, c'est qui, qu'est-ce qu'il fait, machin. Si tu peux te faire générer le sujet que tu veux, peut-être, c'est même pas que le contenu n'existerait pas ailleurs, mais peut-être que tu vas pas penser ou vouloir aller chercher un contenu que quelqu'un d'autre a fait et simplement demander à l'IA, fais-moi ça en podcast et tu... Tu vois, franchement, sur ce sujet-là, on parle de Kant et tout parce qu'on est quand même des gros intellos, il faut bien mettre en avant. Ça va quand même s'appuyer sur une thèse d'un gars fou de philo aux États-Unis qui a bossé pendant 5-6 ans sur Kant et qui a produit sa thèse. Plus que ça, sur tout le matériel académique qui a ingéré l'IA sur un travail, oui, bien sûr. Exactement, c'est quand même fou quand il pense. Enfin, de pouvoir avoir accès à ce savoir et d'une façon... c'est-à-dire que, ok, ça a pioché sur tout ça, donc cette base de données absolument dingue, et toi derrière tu peux dire, attention, je suis une adolescente de 15 ans, ou je suis un gars de 40 ans, mais j'ai jamais étudié de philosophie, donc parle-moi vraiment en termes simples. C'est-à-dire que tu peux adapter évidemment la réception du message. C'est quand même génialissime. C'est la personnalisation en fait qui est la clé dans tout ça, qui fait la différence entre le travail qu'on fait nous et les outils IA, le travail que pourraient fournir des outils d'IA, c'est que tu peux demander exactement ce que tu veux. Et le gros problème finalement qui reste, le gros obstacle sur lequel on revient systématiquement, c'est les hallucinations. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais être sûr qu'il ne s'est pas glissé dans ce résumé une chose à laquelle on ne peut pas faire confiance. Alors après, tu as des moyens de vérifier avec des références, des notes, tout ça, mais ça defeats the purpose un petit peu. C'est-à-dire que si toi, après, tu dois aller checker le travail et vérifier qu'il ne s'est pas planté, bon, bah, ça... Mais donc, cette personnalisation, c'est ça la vraie valeur ajoutée indéniable que l'IA peut fournir. Et tu vois, par exemple, aujourd'hui, désolé, et dis-moi si je parle trop, mais aujourd'hui, l'IA, moi, je le considère en gros comme un pote qui serait un puits de science, pas forcément super intelligent, pas forcément une grosse personnalité, mais qui serait un puits de science. Et je considère qu'un pote peut te donner des bons conseils et il peut dire des bêtises. Moi, je considère que je dis entre 60 et 50% de bêtises, donc vous ferez votre marché dans ce que je dis aujourd'hui. Mais c'est ça, je le considère comme un super pote qui a plein de connaissances, mais pas plus quelque part. Et donc, ça peut m'alerter sur des trucs, ça peut m'apprendre des trucs. Je veux dire, moi, j'ai eu un grand frère qui m'a toujours appris la vie, etc. Et jusqu'au jour où j'ai compris qu'il pouvait me dire l'inverse 2 ans plus tard. J'ai dit, mais tu m'as dit l'inverse 2 ans plus tôt. Donc là, je commence à mettre en doute ce qu'il disait. Mais voilà, c'est ça. Enfin, c'est quand même déjà énorme en fait d'avoir un pote qui a tout lu, quoi, en gros. Je te retourne la question, Patrick. Est-ce que toi, t'aimerais qu'une IA demain mette à disposition le rendez-vous tech sur lequel on puisse mettre un prompt qui est enlève-moi tout contenu politique de tous les propos de Patrick et garde-moi la substantifique moelle technique. Est-ce que t'aimerais ça? Écoute, à partir du moment où l'IA télécharge le podcast et donc compte comme un téléchargement sur ma régie pub, tu vois, ok, pourquoi pas. Ça peut être... Non mais tu vois, c'est un élément important de la question aussi. Et j'en profite aussi parce que j'ai utilisé l'IA pendant notre échange pour retrouver le terme. Patrick, c'est la fantaisie. La fantaisie, merci. Alors c'est quoi du coup la fantaisie? Alors la fantaisie, c'est l'incapacité de visualiser des choses dans ton esprit. C'est-à-dire que moi, si je ferme les yeux et je me dis, je voudrais voir quelque chose, un éléphant rose, par exemple? C'est noir. Je ne vois rien, jamais. Et il y a, je ne sais plus combien, 5%, 10% des gens qui sont aphantasiques. Et il y a des gens qui n'ont pas de monologue interne. C'est-à-dire qui ne se parlent pas eux-mêmes dans leur tête. Et moi, je ne comprends pas comment ces gens fonctionnent. Je regarde Guillaume en disant ça. Moi, je me sens très seul parce que je n'ai ni l'un ni l'autre. Donc, je dois être vraiment vide. C'est-à-dire que tu n'as pas de monologue? J'ai pas de monologue interne. Et je pense que tu te dis pas... Attends, là, je vais faire ça. Faut que j'aille manger. Non, je peux avoir Il va juste manger. Mon estomac parle de lui-même, mais dans mon esprit, ça ne résonne pas. Mais ça, par contre, c'est un truc, franchement, quand j'étais ado, on ne connaissait pas ça. Depuis, il y a eu des articles et tout. Apparemment, il y a des gens qui voient le texte écrit quand on leur parle ou quand ils parlent, je crois, ou quand ils pensent, ils voient le texte écrit sous leurs yeux. Comprendre qu'on n'est pas tous câblés pareil, ça, c'est quand même un truc vraiment chouette de notre époque. Alors, tout n'est pas chouette dans notre époque, malheureusement, j'ai l'impression. Mais il y en a quelques-uns. Mais comprendre qu'on n'est pas tous câblés pareil, ça, c'est quand même très, très important aussi, même pour comprendre
voilà, pourquoi on ne fonctionne pas pareil en général, quoi. Notre rapport au stress, notre rapport à est-ce qu'on est expansif, pas expansif, voilà. Notre rapport à l'IA. Mais on parlait de personnalisation. Il y a un outil que Google a présenté, alors il n'est pas disponible en France encore, ça s'appelle les Audio Overviews. Et là, je crois qu'il y a un vrai problème. On en parlait dans l'émission il y a quelques semaines. Enfin, un vrai problème. Il y a une vraie utilité qui se rapproche de ce que tu disais, c'est-à-dire que Google, qui connaît nos goûts, nos préférences, nos intérêts, propose donc aux États-Unis un résumé audio de 5 minutes de l'actu du jour, en fonction de toi, ce que tu aimes bien ou pas. À l'instant T, du coup à l'instant T, oui. C'est-à-dire que tu le génères, enfin, j'en sais rien, ça se trouve, c'est le matin. Ouais. Et ça, encore, c'est un truc qui est extrêmement personnalisé, qui est un produit que ne peut pas fournir la radio ou le podcast, à moins d'avoir ton podcasteur attitré qui va te faire ton résumé personnel chaque matin. Ça coûte un peu cher. Et Patrick, est-ce qu'on sait si ils sont liés à tel ou tel média, et est-ce qu'ils payent pour le travail journalistique qui a été fait? Alors ça, c'est la grande question. Chacun des grands producteurs de modèles de langage est en train de faire des partenariats avec différents médias. OpenAI en a fait avec, je crois qu'ils ont fait avec Le Monde d'ailleurs, il y a déjà 1 an, OpenAI. Enfin, Google en fait aussi. J'imagine que pour éviter les problèmes, ils se basent sur les contenus de ces médias. Faut l'espérer. Faut l'espérer. Mais disons qu'à terme, on peut imaginer que... remarque, la question que tu évoques est importante, parce que du coup, ça veut dire qu'on a quand même besoin du travail de ces médias. Et oui. Sans le travail des médias, l'IA n'a rien sur quoi se baser pour faire ton résumé. Du coup, le journalisme est sauvé. Tout va bien. Pour aujourd'hui. C'est ça. Pour aujourd'hui. On se revoit demain. Est-ce que si on se prend à imaginer un petit peu le futur, là, si on se plonge dans plus que dans de la science-fiction, mais si on étend la trajectoire sur laquelle on est de manière un petit peu fantaisiste. Ah, fantasy. Heroic fantasy. Dans l'heroic fantasy. Non mais tu vois, tu pourrais demander un résumé de l'actualité dans le style d'un maître de jeu, parce que ça, il y a beaucoup de contenu Donjons et Dragons, de parties, dans le style d'un maître de jeu qui ferait une campagne de Donjons et Dragons pour te raconter ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Je pense que ça donnerait quelque chose d'incroyable. Il y a peut-être une idée de nouveau podcast. C'est ça, quand tu crées un petit Yoda qui te fait l'actu, résumé par Yoda, ça peut être ça. Mais si on se projette un peu en conclusion et qu'on essaye de voir un petit peu plus loin, dans 5, 10, 15 ans, toujours en lien avec le contenu audio qu'on produit, est-ce que vous pourriez imaginer la manière dont il aurait été transformé de par les évolutions de l'IA? Pardon, le podcast qu'on fait aujourd'hui là ou... Non, pas celui-là, là maintenant, pas l'épisode là qui sera compris. Tu vois, comment code source ou un type de contenu pourrait exister, ou j'en sais rien. Peut-être qu'on aura, comme le prophétise Sam Altman et d'autres, notre équipe d'agents IA, qui sont plusieurs personnalités différentes avec lesquelles on va parler pour dire alors attends, toi résume-moi ce qui s'est passé en politique. Non, mais va demander à mon autre IA les impacts sur l'économie et puis reviens me voir quand vous aurez discuté, tu vois, ce genre de truc. Moi, j'ai le sentiment quand même qu'au fil de notre échange, il y a cette hyper-personnalisation, si jamais on tire le trait jusqu'au bout, qui pourrait arriver. Est-ce que demain, un épisode de Code Source pourrait exister avec le même niveau de production et sans effort supplémentaire, mais simplement avec un travail de l'IA, une version de 5 minutes, une version de 10 minutes, une version d'1 heure, qui aille plus creuser les détails? Est-ce que finalement, il pourrait y avoir, comme je le disais tout à l'heure, une version du rendez-vous tech qui ne prenne en compte que les contenus réseaux sociaux et qui développe les sujets que tu as établis? Et ce ne serait pas quelque chose que tu as enregistré 2, 3, 4, 5, 10 fois, mais qui serait hyper personnalisé. C'est presque un petit peu le même fil qui me semble être tiré, et là aussi très doucement et avec un avenir très lointain, sur les contenus vidéo. Quand on voit qu'un Netflix va savoir demain nous permettre de voir la série qui vient de sortir, mais avec l'acteur qu'on aime. C'est hyper personnalisation. Ou avec moi. Ou avec toi, Patrick, qui crée un métavers. Qui sauve le monde à la fin. Non, mais cette hyper personnalisation. Il y a des choses aussi qu'on n'imagine pas. On parlait avec Nicolas de l'organisation du show où on est aujourd'hui, d'un des intervenants qui permet, c'est Podcastéa je crois, qui permet après l'écoute du podcast ou même avant, de discuter avec le podcast. Tu vois, ce genre de choses, genre si... L'after show. Mais c'est ça.
C'est-à-dire que toi, tu écoutes ton émission, et puis, imaginons, il y a le fichier audio lui-même, la transcription, et puis peut-être même des sources que tu fournis de ton travail pour avoir conçu l'émission. Et après l'écoute, eh ben, l'auditeur ou l'auditrice pourrait dire ok, super, c'était bien, mais Patrick, attends, à tel moment tu dis ça et ça. Est-ce que ça veut dire que c'est de là que ça vient, ou est-ce que tu vois, tu pourrais poser des questions pour en savoir. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus longuement? J'ai pas bien compris cette partie. Ça aussi, ça serait un truc qui est tout à fait envisageable là, à ce stade. Sans travail supplémentaire. Alors, t'as un travail technique, tu vois, mais... travail technique. Alors, Jules fait les gros yeux. Pareil, je ne sais pas s'il s'inquiète ou si... Oui, un peu. Non, mais en fait, c'est l'idée d'avoir un film où tu changes l'acteur principal. Si on regarde même plus les mêmes films, c'est fini, quoi. Je veux dire. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui est complètement envisageable. Ça peut même aller plus loin. Tu veux tel type de film, alors une comédie romantique, je ne sais pas si vous suivez le Netflix Christmas Universe. Mais c'est une série de films qu'ils produisent depuis 5 ou 6 ans, très cheap, sur le prince de Noël, le machin, et ils sont interconnectés, c'est incroyable. Mais tu pourrais dire, alors je veux tel film avec tel type d'action, et puis un rebondissement à la fin, mais tout se finit bien, et puis la princesse sauve le chevalier, tu vois. Ouais, tu génères ton film comme tu génères une musique aujourd'hui. Exactement. Les paria, quoi. Et la musique générée aujourd'hui, alors on en passait dans l'émission il y a quelques mois et un an quand ça s'est sorti, c'est encore meilleur aujourd'hui. Ouais. Ça devient vraiment de la super qualité. De là à imaginer que dans 1 an ou 5 ans, on puisse faire de la vidéo de la même manière. Alors le problème, c'est que si chacun se met à générer sa vidéo par IA, la consommation en énergie est clairement en question. Mais bon, au-delà de ça, c'est pas du tout inenvisageable que ça soit possible. Et tu parles de la musique, c'est un truc qui m'intéresse aussi particulièrement. T'en fais, oui. J'en fais aussi, même dans les trains. Sur mon temps de loisir, exactement, voilà, de la musique électronique. Et donc, des trucs comme Suno, c'est Suno, hein, je ne vais pas dire de bêtises. Il y a Audio et Suno, c'est les deux leaders du marché. Alors, moi justement, j'ai généré vite fait 2-3 morceaux sur Suno pour me faire une idée. Le mix est très bien fait en termes de où sont placés les différents éléments, etc., de la track ou du track. Mais justement, quand j'entends ça, je me dis, ok, et d'ailleurs c'est ce que font la plupart des créateurs de musique, c'est qu'ils font des trucs très humains, avec des mix surprenants, avec des trucs que l'IA ne ferait pas, ne penserait pas à faire. Parce qu'il faut savoir quand même que l'IA pense à faire des trucs surprenants. Dans l'une des tracks que j'ai écoutées, à un moment il y a un moment de silence, le chanteur chante à blanc, super surprenant. Si le prompt est bien fait, effectivement. Ouais, voilà, l'IA fait déjà des trucs comme ça, mais en termes de mix, etc., la production sonore, les créateurs aujourd'hui, ils sont très nombreux, ils sont très prolixes, etc. Ils font des trucs ultra humains. Alors il y a 2 choses que ça veut dire. D'une part, Spotify utilise déjà pour certains, alors pas pour tous les types de musique, mais les playlists que tu passes en fond, la musique d'ascenseur en gros, il y a déjà une grosse quantité dans ces playlists de morceaux générés par IA. Essentiellement parce que ça leur coûte moins cher en licence, évidemment. Donc c'est déjà utilisable et je pense que les experts et les spécialistes et les musiciens vont dire « Ah oui, mais non, mais là, ça va pas parce que c'est pas bien mixé, parce que tel instrument, tu l'entends. » Mais un un néophyte, dire « Bah oui, c'est de la musique que je mets en fond, ça me va. Ouais. » Mais, de l'autre côté, ça veut aussi peut-être dire qu'on va chercher encore plus qu'avant ce petit... cette étincelle, ce génie, ce grain d'innovation, d'inventivité de l'humain. Et que justement, on va se dire, oui, bah, c'est peut-être très bien, mais c'est fait par une IA, moi ça m'intéresse pas, tu vois. Et je pense qu'il y a des gens qui s'en foutront, mais il y a des gens aussi qui vont accorder une valeur importante à ça. Et l'important pour nous, en tant que podcasteur indépendant ou peut-être même rédac-chef d'un podcast de prestige, ça sera de trouver ces gens-là qui sont intéressés par l'humain et de leur dire... Mon Patreon, il est si tu veux me soutenir, tu vois, enfin pour moi en tout cas. Mais non, parce que c'est ça l'enjeu au final. L'enjeu, c'est que si l'IA prend notre boulot, on n'a plus de boulot. Donc, il faut trouver des gens qui veulent bien nous payer, quoi. Ah ouais. Dubitatif tout le monde là. Non, mais c'est ça, mais c'est ce que tu dis. Mais oui, voilà, je pense qu'il y a vraiment cette notion d'humanité et tout derrière. En gros, moi, dans ce que je retiens de l'échange, c'est qu'il y a un côté. Pour ce qui est utilitaire, pour moi, ça me va très bien l'IA, en gros, mais pour tout ce qui est artistique ou artisanal ou humain, et je pense que l'information en fait partie, on a besoin d'humains. Enfin...
Je dois quand même dire, moi j'aime me faire l'avocat du diable dans mes émissions, pour le principe, il y a une possibilité qu'on soit tous les trois autour de cette table et peut-être un certain nombre d'auditeurs et d'auditrices également, en train de se laisser emporter par nos élans romantiques de la valeur de l'humain et que l'IA réussira. Alors encore une fois, il y a le problème de l'inventivité, il y a le problème des hallucinations, mais que ces problèmes pourraient être réglés et qu'ils pourraient parfaitement faire le boulot aussi bien que nous. Peut-être pas demain, mais imaginons là ce qui s'est passé en 2 ans, peut-être que dans 5 ans, 10 ans... alors si c'est dans 50 ans, nous on sera plus forcément dans les forces de travail, donc ça ira. Vraiment, j'ai du mal à, tu le vois pas, à concevoir ça. Et pourtant, je suis plutôt, tu l'auras compris, assez... T'es pas un anti-IA. Je suis pas du tout anti-IA, je suis plutôt early adopter, comme on dit, etc. Ouais. Enfin, vraiment, et pour moi, d'ailleurs, l'IA, c'est vraiment l'un des 3 effets waouh de ma vie, comme beaucoup de gens, quoi. Mais je pense que justement, enfin... On gardera... Même si le produit est parfait, à partir du moment où je sais que c'est généré par une IA, ça m'intéresse moins. Enfin, c'est comme une sorte de choix ça de consommateur. Ça dépend si le produit est utilitaire ou pour le plaisir. Ou oui, voilà, encore une fois, moi pour un truc purement utilitaire, ou encore une fois, l'IA qui me génère un podcast sur tel ou tel domaine qui m'intéresse, n'importe quoi. Comment est-ce qu'on mixait... Quand on revient à Kant, comment est-ce qu'on mixait le rock dans les années 70 en Californie? Je peux demander un podcast ou une vidéo YouTube à terme à l'IA. Et je saurais comment les meilleurs ingénieurs du son californiens des années 70 faisaient la balance entre la guitare et la batterie, quoi. Bon, ça, why not? Bien sûr que je suis preneur. Mais après, si c'est un podcast, je sais pas, musical ou comme ça, ou qui fait découvrir des jeunes artistes, j'ai besoin d'un humain derrière. C'est bien sûr. Obligatoire. Enfin, pour moi, évidemment, c'est personnel. Guillaume, tu auras le mot de la fin. Écoute, quel honneur, mais j'ai pas la réponse de ce qui va se passer. Moi, j'ai une idée de l'échéance, peut-être. J'ai tendance à penser que les personnes qui sont nées à partir de 2024, qui naissent en ce moment, c'est une génération qui va arriver qui n'auront connu qu'un environnement dans lequel il y aura eu l'IA. Ils n'auront pas connu un monde dans lequel il n'y aura pas eu d'intelligence artificielle. Et sans doute que la réponse, alors je ne sais pas laquelle elle sera, mais peut-être dans une dizaine, une quinzaine d'années, on aura peut-être pu constater soit des changements, soit on aura été réconforté par l'IA au service de l'humain. Je reviens sur la musique. Les jeunes créateurs de musique aujourd'hui, ils ne vont jamais mettre une image générée par IA sur leur visuel YouTube. Ce sera forcément une photo un peu cradingue, ils auront écrit à la main dessus. Ils sont attachés, tu vois, à cette illusion qu'est l'humanité. Ça fait déjà des années qu'on a des images générées par IA, etc. Et ils n'ont pas envie de faire ça. C'est un message adressé aux autres. Peut-être un exemple de ce qu'on peut voir, il y a beaucoup de jeunes. Les jeunes, ces créatures mythiques dont nous entendons parler ici et là, qui rejettent les réseaux sociaux aussi. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent mais TikTok c'est une perte de temps effroyable, ça rend débile. Alors, je ne sais pas si c'est la majorité, mais il y en a. Ma grande de 16 ans s'est déconnectée avec toutes ses copines de TikTok il y a environ 1 an. Oui, dit c'est pas possible, ça nous rend marteau. Suite à une vidéo YouTube qui expliquait que TikTok les rendait marteau. J'ai un ado de 12 ans qui, effectivement, lui, de son côté, ne prend plus son smartphone pour aller au collège parce que ça l'ennuie. Il a le droit d'installer Instagram et en fait, ça ne l'intéresse pas. Donc, enfin bon, ça ne veut pas dire qu'il y a un espoir et que c'est représentatif. Enfin, voilà, il y a des espoirs possibles. Tu lui diras quand même qu'il faudrait qu'il ait un petit lecteur MP3 portable pour pouvoir télécharger les podcasts. Il a Apple Podcast, il écoute le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu. C'est tellement vintage les podcasts finalement. Parfait. Écoutez messieurs, un grand merci pour votre participation à cette émission. Je pense qu'on a été impeccable sur les raisonnements et les conclusions. Ça fera date dans l'histoire de l'IA. Merci à l'audience nombreuse et en qui ne cesse de grossir. Voilà, qui ne cesse de grossir. Ça a été un épisode très sympa à faire. Je suis très heureux de l'invitation au Paris Radio Show. C'était un environnement cool et des gens sympathiques. Et nous, on se retrouvera du coup dans un prochain épisode du Rendez-vous Tech classique. Peut-être un petit peu plus ennuyeux. On ne sera pas en live avec Jules. Donc, mais vous serez là quand même et j'espère qu'on vous fournira des informations intéressantes. Merci à tous, merci à toutes et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao. Salut. Il y a même des applaudissements, merci. Paris Radio Show.